Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons parler de l'activité électrique du cœur et du lien que l'on peut faire finalement avec le défibrillateur externe automatisé. Donc, vous avez vu dans votre cours de massage cardiaque, vous avez vu que le cœur, lorsqu'il cesse de battre, euh, nous devons finalement faire un massage cardiaque pour écraser le cœur et ainsi continuer en fait à nourrir les organes par les compressions de la cage thoracique. Donc, si je me réfère à cette diapositive, donc lorsque le cœur est en arrêt, la circulation cesse et les organes sont privés, entre autres, d'oxygène. Donc, le rôle du massage cardiaque est tout simplement, sur le plan mécanique, en écrasant le cœur, donc on propulse finalement le sang à l'extérieur du cœur. En le relâchant, le sang revient dans le cœur. Donc, ce mouvement de compression entraîne la circulation sanguine et permet de nourrir les organes en oxygène et en nutriments. Entre autres, le cerveau qui, lui, est très, très, très sensible, comme on l'a vu dans le cours de réanimation cardiaque, au manque d'oxygène. Maintenant, sur le plan électrique, comment fonctionne le cœur quand il est en santé et qu'il fonctionne bien, donc quand la personne n'est pas en arrêt cardiaque. On a vu quand on installe un défibrillateur en massage cardiaque, parfois le défibrillateur dit choc conseillé, parfois il dit choc non conseillé. Et pour bien comprendre dans quel contexte le défibrillateur externe automatisé va suggérer un choc, dans quel autre contexte il va dire choc non conseillé, on va se référer un peu sur le plan électrique du cœur. Comment le cœur, normalement, se comporte-t-il? Comment en vient-il à se contracter de façon naturelle et entraîner ainsi la circulation sanguine? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de circulation sanguine? Donc, le cœur est un muscle creux, donc il a 4 cavités, hein, les oreillettes et les ventricules. Le sang arrive par les oreillettes, descend dans les ventricules et est expulsé à l'extérieur du cœur. Donc, si on suit une goutte de sang à l'entrée, elle va arriver par l'oreillette droite, va descendre dans le ventricule droit, va être dirigée vers les poumons, revenir au niveau de l'oreillette gauche, descendre dans le ventricule gauche et être redirigé ensuite dans tout l'organisme pour revenir à l'oreillette droite et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui permet cette contraction-là du cœur? C'est une activité électrique. Toutes les cellules cardiaques ont une faculté, c'est celle de générer une impulsion électrique. Sans entrer dans les détails, donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que le cœur est indépendant, il est autonome pour ce qui est de son activité électrique. Oui, il va être régulé, entre autres, par des hormones, par le cerveau, pour maintenir un certain équilibre, mais pour générer son impulsion électrique, le cœur le fait par lui-même. D'accord? Mais pour que le cœur puisse se contracter de façon organisé et d'une façon structurée, le cœur ne peut pas se contracter au complet dans un seul mouvement. Finalement, il va se contracter en 2 temps. D'abord les oreillettes et ensuite les ventricules. Les oreillettes et les ventricules, période de repos, oreillette, ventricule, période de repos, oreillette, ventricule et ainsi de suite. Ça va permettre au sang d'arriver dans les oreillettes, de descendre au niveau des ventricules, d'être expulsé, pendant qu'il y a encore une autre quantité de sang qui va arriver dans les oreillettes. Donc, le cœur se contracte de par le haut et ensuite par le bas. Alors, comment tout ça fonctionne? Comment c'est structuré pour qu'on puisse permettre ce mouvement-là? En fait, c'est qu'au niveau de mon cœur, bien que toutes les cellules cardiaques sont capables de générer une impulsion électrique, on a un réseau de cellules dont ça va être sa fonction principale. Donc, ce réseau de cellules-là est composé de ce qu'on appelle le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, fibre de Purkinje,
pas besoin de retenir les mots. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, avec l'illustration qu'on voit ici, la vidéo qu'on voit ici, c'est qu'au niveau du cœur, donc juste à cet endroit-ci en haut, sur les oreillettes, donc nous avons un noyau de cellules qu'on appelle le nœud sinusal. Donc, ce noyau de cellules-là va générer à peu près 80 à 100 impulsions électriques par minute. Donc, ces impulsions électriques-là, lorsqu'elles vont se propager dans les oreillettes vont se contracter. Le sang qu'il y a dans les oreillettes va descendre au niveau des ventricules. Ensuite, un petit peu plus bas, au niveau entre les oreillettes et les ventricules, nous avons un autre noyau de cellules qui va recevoir l'activité électrique des oreillettes et va la redistribuer dans tout le bas du cœur, donc dans les ventricules, pour remonter de chaque côté, et ça va permettre aux ventricules de se contracter pour expulser le sang. Donc, on a ici une coupe du cœur, donc où on voit le nœud sinusal qui génère l'impulsion électrique, les oreillettes se contractent, le sang va dans les ventricules, l'impulsion électrique ensuite se poursuit vers le bas des ventricules et remonte vers chaque côté pour permettre une contraction vers le haut. Le cœur, il veut se vider vers le haut, le sang ressort par le haut du cœur, donc par soit l'aorte ou les artères pulmonaires, et ça permet ici la contraction du cœur et la circulation sanguine. Donc, on peut dire que finalement, la circulation sanguine est la résultante d'une activité électrique qui part du nœud sinusal, qui, elle, va entraîner une activité de contraction, donc une activité mécanique, et qui va amener finalement la circulation sanguine. Donc, nous avons l'activité électrique du nœud sinusal qui entraîne l'activité mécanique et qui entraîne la circulation sanguine. Donc, cette activité électrique-là, structurée comme ça au niveau du cœur, on peut l'enregistrer sur un électrocardiogramme. Donc, lorsqu'on installe des électrodes, on peut capter finalement l'activité électrique et chaque onde au niveau du cœur, donc chaque onde au niveau de l'onde électrique que l'on enregistre, représente finalement un endroit où est rendue au niveau du cœur l'activité électrique. Donc, la première onde, c'est la contraction des oreillettes. Ensuite, la deuxième, le pic, va être la contraction des ventricules. Et la troisième, c'est lorsque le cœur a sa période de repos et qui se repolarise, comme on dit en fait. L'activité électrique est un échange au niveau des pôles positifs et négatifs au niveau des cellules. Donc, toute cette onde-là, finalement, nous permet de suivre sur le cœur le parcours du courant électrique. Donc, ce que vous voyez là, ce que vous avez déjà tous vu, est une activité électrique normale qu'on nomme rythme sinusal. Lorsqu'il n'y a plus d'activité électrique, bien, il n'y a donc plus d'activité mécanique. Ce qu'on appelle l'asystolie. Asystolie veut dire absence de contraction. Donc, quand mon nœud sinusal et toutes mes cellules ne génèrent plus aucune activité électrique, on a la ligne plate et nous avons ici la conséquence, c'est que nous n'avons plus de contraction. Nous n'avons donc plus de circulation sanguine. La personne se retrouve en arrêt cardio-respiratoire. À ce moment-là, on va faire le massage cardiaque. Ce n'est pas la seule condition d'arrêt cardiaque. Nous avons également ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire. Alors, qu'est-ce que la fibrillation ventriculaire? Je vous ai dit au début que toutes les cellules cardiaques sont capables de générer une impulsion électrique. Mais on a un circuit spécialisé, le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire, ainsi que les faisceaux de His, les fibres de Purkinje. Tout ce réseau de cellules permet la contraction du cœur d'une façon organisée qui va entraîner la circulation sanguine. Il arrive des circonstances où d'autres cellules, à l'extérieur de ce réseau particulier,
se mettent aussi à générer leur impulsion électrique. Et ce que ça va provoquer, ça provoque finalement une impulsion contraire au rythme normal. Donc, c'est ce qui se produit dans le cas de la fibrillation ventriculaire. C'est qu'au niveau des ventricules, d'autres cellules cardiaques, et là pour toutes sortes de raisons, suite à un infarctus, entre autres, vont se mettre à, elles aussi, générer des impulsions électriques. Donc, vous le voyez ici sur l'image, sur la vidéo, ce que ça va provoquer, c'est que ça va provoquer un paquet de micro-contractions au niveau des ventricules, mais qui ne seront pas structurées, donc ça n'entraînera pas la contraction du cœur. Donc, le cœur, il va fibriller. Donc, il est électriquement encore actif, mais mécaniquement inactif. Donc, j'ai une activité électrique, mais je n'ai pas de contraction. Donc, au niveau de l'électrocardiogramme, ça donne une activité qui ressemble à ceci. Donc, désorganisé. Mon cœur est électriquement encore fonctionnel, mais déstabilisé par ces autres cellules qui génèrent un paquet d'impulsions électriques au niveau des ventricules. Donc, la personne, dans un contexte comme ça, se retrouve en arrêt cardiaque. Il n'y a plus de circulation sanguine. On appelle ça l'arrêt cardiaque parce qu'on ne peut plus détecter de pouls, donc la personne, elle est morte au même titre que si elle était en asystolie. Donc, nous allons faire le massage cardiaque. Mais le défibrillateur externe que nous allons installer, lui, quand il va détecter ce rythme-là, c'est là qu'il va dire « choc conseillé ». Et c'est pour ça qu'on appelle ça un défibrillateur. Donc, le défibrillateur fonctionne lorsque nous avons une fibrillation. Et une fibrillation est une des causes, pas une des causes, mais un des effets de la fibrillation, c'est la mort. Il n'y a plus de circulation sanguine, donc le cerveau n'est plus nourri, la personne tombe et elle est morte. Et on masse. Donc, elle est ce qu'on appelle en arrêt cardio-respiratoire. On la masse, mais le défibrillateur, lui, peut donner un choc. Et lorsqu'on va donner le choc, ce qui va se passer, en fait, c'est que le choc va complètement contracter tout le cœur. Donc, il va arrêter la fibrillation par une contraction globale du cœur. Tout le cœur se contracte et revient à la position reset de départ, où toutes les cellules sont remises à neuf au niveau électrique, toutes sur le même diapason, et on espère finalement que le nœud sinusal que nous avions ici, je reviens à cette diapo-là, donc on espère finalement que le nœud sinusal, étant donné qu'il était encore actif, étant donné que nous avions encore une activité électrique, nous souhaitons tout simplement qu'il va reprendre son activité normale et qu'il va régénérer l'impulsion électrique pour que le cœur puisse se contracter à nouveau. Donc, c'est comme ça que le défibrillateur fonctionne. En détectant une activité électrique anormale qui, elle, ne permet pas la contraction du cœur. Dans les cas d'asystolie, le défibrillateur ne va pas conseiller un choc puisqu'il n'y a plus d'activité électrique. Donc, ce que nous faisons, en fait, c'est que nous ne boostons pas, entre guillemets, excusez l'expression anglaise, c'est pas comme une batterie de voiture qui ne fonctionne plus. On prend une autre batterie qui a du courant et on vient booster l'autre voiture pour lui donner du courant électrique à l'externe. Donc, la défibrillation n'est pas un phénomène où on donne du courant électrique au cœur. Il a déjà son activité électrique, mais elle est désorganisée. Et le fait qu'elle soit désorganisée, elle ne permet pas la contraction du cœur. Donc, elle ne permet pas le mouvement mécanique. Donc, il n'y a pas de circulation sanguine. Et ce phénomène-là, quand il est présent, c'est là que la machine va nous dire « choc conseillé ». Lorsqu'il est présent, ce phénomène-là n'est pas éternel dans le temps. Il va durer à peu près 4, 5, 6, 8 minutes, dépendamment des livres que vous allez lire. Il y a même certains bouquins qui vont vous dire que ça peut durer jusqu'à 10, 12 minutes. Ça peut arriver, dans la normale des cas, la plupart du temps, 4, 5 minutes, la fibrillation cesse et le cœur tombe en asystolie totale.
Donc, nous avons une courte période de temps où le choc électrique peut fonctionner. Et c'est pour ça qu'on vous a expliqué dans votre cours de réanimation cardiaque qu'il faut donner le choc électrique finalement le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Donc, si on a un défibrillateur sur place, c'est avantageux parce qu'on peut donner un choc dans les 2-3 premières minutes et on est beaucoup plus efficace que si on administre un choc à la 5e ou 6e minute après que la personne se soit effondrée. Il y a un autre phénomène où le défibrillateur externe va donner un choc, va dire choc conseillé. C'est lorsque nous avons ce qu'on appelle une tachycardie ventriculaire sans pouls. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe au niveau du cœur, c'est que nous avons un noyau de cellules au niveau des ventricules. Au lieu d'en avoir plusieurs, nous en avons juste une qui va se mettre à générer une impulsion électrique. Cette cellule-là, au niveau de la tachycardie ventriculaire, elle va entraîner une contraction des ventricules, mais elle va le faire à un rythme très rapide. 200, 250, 300 contractions par minute. Alors, le résultat de ça, c'est que le cœur va se contracter, mais ne se remplira pas. Il n'y aura pas le temps de se remplir qu'il va se recontracter. Donc, il va comme pomper dans le vide. Donc, ces phénomènes-là, nous avons une activité électrique, nous avons une activité mécanique de contraction, mais nous n'avons pas de circulation sanguine parce qu'elle se fait trop rapidement, donc le cœur n'a pas le temps de se remplir, que les ventricules sont constamment en train de se contracter. Le résultat de ça va être le même que la systolie. On va se retrouver avec une personne qui va être en arrêt cardio-respiratoire, donc elle va être morte, sans pulsation non plus, donc le cerveau n'est plus nourri, et le geste premier à faire est le massage cardiaque. Quand on va installer le défibrillateur, si le défibrillateur détecte ce genre d'activité-là, il va également dire choc conseillé. Donc, en donnant un choc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter l'ensemble du cœur dans sa totalité. Donc, c'est un bouton reset. On arrête le tout, on relâche et on espère finalement que le nœud sinusal va tout simplement repartir pour ramener une activité électrique structurée. Donc, pour résumer, en fait, ce qu'on vient d'expliquer, c'est un léger survol. Hein. On ne va pas en profondeur sur comment l'activité électrique est produite au niveau des cellules. Puis il y a beaucoup plus de rythme électrique que ces quatre-là aussi. Mais je voulais mettre en parallèle, en fait, pourquoi le défibrillateur dit choc conseillé ou pourquoi il dit choc non conseillé. Donc, lorsqu'on installe le défibrillateur, si le défibrillateur rencontre une activité électrique de fibrillation ou de tachycardie ventriculaire, il va dire choc conseillé. Ce sont des rythmes électriques où le choc électrique peut ramener finalement en arrêtant l'activité électrique désorganisée. On espère que finalement le nœud sinusal va reprendre son activité normale. Tous les autres rythmes cardiaques, là je vous en montre 2 autres de plus, mais il y en a plusieurs. Tous les autres, quels qu'ils soient, le défibrillateur dit choc non conseillé. Et c'est là que si la personne est en arrêt cardiaque, encore, qu'elle ne respire pas, on fait le massage cardiaque. Donc, je reviens pas sur le protocole du 2 minutes de massage, analyse, choc ou pas, 2 minutes de massage, ça vous l'avez pratiqué en cours, mais ou vous allez le pratiquer si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas fait encore le cours, mais pour comprendre en fait pourquoi le défibrillateur dit choc ou non, c'est en fonction de l'activité électrique qu'il va détecter. S'il détecte une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire, il faut agir rapidement pour arrêter cette anomalie électrique pour permettre finalement au nœud sinusal de pouvoir bien faire son travail d'envoyer l'impulsion électrique. Et l'une comme l'autre, la tachycardie ventriculaire sans pouls et la fibrillation, ne durent pas longtemps dans le temps, 3, 4, 5 minutes. Donc bien souvent, quand les services d'urgence arrivent,
on est proche de la limite du 5-6 minutes. Dans les cas les plus rapides, on peut répondre en 4 minutes souvent, mais on est quand même proche d'un délai éloigné par rapport à l'arrêt cardiaque de départ, au moment 0. Donc, si on a un défibrillateur sur place, le maillon de la chaîne qui vient après le massage cardiaque, c'est le choc électrique le plus rapidement possible. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire à tout moment, ça va me faire un immense plaisir, ou en salle de classe. Donc, c'est Michel Cardinal qui j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre un peu comment fonctionne le défibrillateur, pourquoi il dit choc conseillé, pourquoi il dit choc non conseillé, sans non plus vous donner une formation poussée sur l'activité électrique du cœur, c'est pas ça le but, mais souvent les gens se demandent dans les cours pourquoi elle dit un choc ou pas. Ceci dit, on n'a pas besoin de cette compréhension-là pour utiliser un défibrillateur. Si on ne comprend pas ce phénomène-là ou cet aspect-là, ce n'est pas grave parce que les défibrillateurs sont faits pour être utilisés par des personnes qui n'ont aucune connaissance médicale. Tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre les directives. Et si la machine dit choc conseillé, c'est parce que c'est ce qu'il faut faire. Si la machine dit choc non conseillé, même si vous pesez sur le piton, il n'y aura pas de choc. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est si la personne ne respire toujours pas, vous continuez votre massage jusqu'au prochain cycle d'analyse. Donc, c'est Michel Cardinal qui vous dit à la prochaine pour d'autres capsules vidéo.